Donc on va inscrire ce beau thème au tableau. Tu veux le faire? Je le fais. Je te laisse écrire. L'honneur aux dames. Donc déchéance de nationalité et réforme constitutionnelle. Le marqueur ne marche pas très bien, je pense qu'il va falloir en chercher un autre. Elisabeth, tu m'enlèves, merci. Parce que là, effectivement, on arrive au bout. On va le remarquer après, c'est pas grave. On va peu avoir besoin de vous parce qu'étant donné que comme vous n'avez pas préparé le sujet, on va faire une préparation ensemble. C'est-à-dire que voilà, mettons que vous avez ce thème-là sur votre feuille, d'échange de nationalité et réforme constitutionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Donc vous arrivez, vous posez vos affaires, vous avez droit à certains textes. Quel est votre premier réflexe sur le thème? Qu'est-ce que vous faites en premier? La chose qu'on vous dit depuis la première année de fac. Définition des termes. Exact, sur votre brouillon, c'est de bien cibler les termes. Donc qu'est-ce qu'on entend par la déchéance de nationalité, réforme constitutionnelle? Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que pour lui signifie la déchéance de nationalité? Le mot déchéance peut-être. Ça vous évoque quoi? La perte. Est-ce que justement, c'est très intéressant, est-ce qu'on peut assumer la déchéance à la perte? Est-ce que pour vous c'est les... Merci Daniel, c'est vrai qu'on voit mieux. Est-ce que pour vous c'est vraiment les mêmes termes, déchéance et perte? Non, effectivement, il y a une nuance, merci. Et la nuance, est-ce que quelqu'un a une idée? Non, Daniel? Alors, la perte de la nationalité découle d'une situation de fait ou d'un acte volontaire de la personne qui perd la nationalité. Tandis que la déchéance est plutôt vécue comme une sanction, comme un retrait de la qualité ou un retrait de la nationalité. Donc c'est une très bonne intervention, merci Amélie. Donc de façon plus globale, on peut définir la déchéance de nationalité comme le fait d'enlever à une personne sa nationalité. Qui sous-entend donc la sanction à la différence de la perte. Bon, la Constitution, on va peut-être pas trop y revenir longuement, vous savez tout ce que c'est, on vous en bassine depuis la première année. Sur l'historique de la déchéance de nationalité, pour bien cerner le sujet, est-ce que vous savez un peu ce qui s'est fait au cours de ces 2 derniers siècles en termes de déchéance de nationalité, justement? Et puis, effectivement, c'est pas forcément des lectures qu'on a le soir avant de dormir, c'est certain. Voilà, en fait, il faut savoir que la déchéance de nationalité, elle existe quand même depuis longtemps, puisqu'on a une apparition sous la Deuxième République. Donc, sous la Deuxième République, vous avez une première procédure de déchéance de nationalité qui est instituée et qui vise précisément à sanctionner, donc c'est là, vous voyez, on est vraiment dans la sanction, les Français qui continuent de pratiquer l'esclavage. Donc l'esclavage qui avait été aboli. Ah, je vois que Amélie avait la réponse. L'esclavage qui a été aboli, pour rappel, le 27 avril 1848. Donc c'est un décret des 27 avril et 3 mai 48. Sous la Première Guerre mondiale, également, on va avoir un dispositif spécifique. Est-ce que quelqu'un le connaît? Non. Daniel, si tu veux bien expliquer. Alors, on aura la possibilité de déchoir de leur nationalité des Français originaires des puissances ennemies qui se prêtent à des actes de trahison ou d'insoumission. Déchoir de leur nationalité des Français originaires de puissances ennemies qui se prêtent à des actes de trahison ou d'insoumission. Et ce sont les lois du 7 avril 1915 et du 18 juin 1917. 7 avril 1915, 18 juin 1917. N'hésitez pas à nous arrêter si on va trop vite ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou sur lequel vous voulez intervenir, bien sûr. Et une dernière spécificité donc de la déchéance de nationalité sous Vichy, donc Vichy, Seconde Guerre mondiale, 1940-1944 pour Vichy,
puisque sous cette époque-là, on va utiliser finalement les dispositions qui avaient été introduites, mais de façon massive, 15 000 cas en 4 ans de déchéance de nationalité. Bon, comme vous l'aurez tous deviné, malheureusement étaient principalement visées les personnes de religion juive. Étant donné le contexte historique. On reviendra sur le droit positif actuel dans une seconde partie. Un rapide tour d'un exemple étranger en termes de déchéance de nationalité, dont on a entendu parler récemment d'ailleurs, un pays qui a aboli cette possibilité, enfin tout du moins pardon, c'est en cours de discussion. Ma langue a ripé. C'est en cours de discussion dans un pays qui est personne n'en a entendu parler, ça fait l'objet de quelques articles, le Canada. Puisque au Canada, donc, y avait une possibilité de déchéance qui avait été prise par le précédent gouvernement. Et là encore, si on recontextualise, le parallèle est intéressant puisque ça avait été pris après l'attaque du Parlement fédéral en octobre 2014 à Ottawa. Donc là encore, on voit le lien, le lien malheureux avec le terrorisme. Et le nouveau gouvernement qui est entré en fonction il y a 3 mois est donc en train d'ouvrir des discussions pour abolir cette disposition. Donc finalement, on est dans un mouvement qui était chronologiquement identique, enfin je veux dire, on se situe au même moment et en fait de l'autre côté, eux veulent l'abolir pour nous, on a failli le réintroduire l'introduire tout court dans la Constitution. Donc c'était pour le tour un peu historique et étranger. Maintenant, on va peut-être revenir sur le terme de nationalité, puisque effectivement c'est un terme crucial. Est-ce que vous savez les droits qu'on attache à la nationalité française? Ça peut paraître évident, mais finalement, en y réfléchissant bien, si vous deviez les synthétiser, quel droit accorde la nationalité française, spécifiquement? Ils ont été repris par un des cahiers du Conseil constitutionnel, d'ailleurs, sur lequel on s'est notamment basé pour la conférence. Il y a 3 types. Il n'y en a pas un qui vous vient à l'esprit, nationalité. Droit civique et politique. Oui, de façon large, droit civique et politique. Mais du coup, je rebondis là-dessus, c'est spécifiquement, on peut y rattacher le droit de vote et d'éligibilité. Donc c'est une première catégorie de droit qui est rattachée à la nationalité, le droit de vote et l'éligibilité, pardon, visé dans l'article 3 de notre Constitution. Qui dispose sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. Tous les nationaux français majeurs des 2 sexes. Donc je reprends, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. Tous les nationaux français majeurs des 2 sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 3 de la Constitution, si vous voulez pas le noter in extenso. Absolument. Voilà. Mais finalement, ce droit-là, cette catégorie de droit-là, est-ce qu'elle n'a pas été justement, est-ce qu'elle est vraiment inhérente à la nationalité ou est-ce que, exactement, pourquoi? Parce que les Européens peuvent voter aux municipales. Tout à fait, oui. Il y a une réforme concernant l'octroi de vote et d'éligibilité à des non-nationaux. Donc en l'état actuel du droit français, c'est les citoyens de l'Union européenne qui résident en France. Pour quel type d'élection? Exactement. Élection municipale. Même s'il faut noter qu'ils n'ont pas une position qui leur permet justement d'être éligibles, de pouvoir être élus comme sénateurs, enfin donc d'être éligibles, on peut résumer ça. Donc droit de vote et éligibilité, c'était une première catégorie. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer d'autre? Peut-être par rapport à nos frontières. Le territoire. Finalement, la nationalité française a aussi un rapport avec le territoire français. Puisque les nationaux ont un droit général et absolu à entrer et séjourner sur le sol français. Et de la même façon, si tu veux parler de la nuance. Vas-y, je te laisse. Très bien. De la même façon qu'on vient de l'évoquer, la nuance, elle émane d'où? L'Europe, exactement.
puisque vous avez l'article 8 du traité qui institue la communauté européenne, qui reconnaît à tout citoyen le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Droit qui a d'ailleurs été étendu notamment aux ressortissants suisses. Donc on a parlé de droit de vote et d'éligibilité, on a parlé du territoire français, et maintenant on va parler donc de la dernière catégorie de droits, rattaché à la nationalité, qui tend à s'estomper aussi, puisque maintenant c'est plus forcément absolu, de la même façon que ce qu'on vient de voir. Est-ce que quelqu'un a une idée? Donc c'est la protection consulaire et diplomatique qu'on a à l'étranger. C'était pas ça à quoi je pensais, mais c'est vrai qu'il y a une protection diplomatique. C'est vrai, non c'est vrai. Mais c'était bonne réflexion. Mais c'était pas ce type-là de droit auquel je pensais. Le travail. Exactement. Avec plus de conviction, mais exactement c'est ça. Non, c'est très bien, c'est ça. Nationalité, emploi public et privé. C'est-à-dire qu'on peut établir un lien entre la nationalité, les emplois de la fonction publique et les emplois de la fonction privée. Vous allez me dire oui, mais ce lien il est pas absolu, et bien sûr. Il faut savoir quand même que la fonction publique, elle a été longtemps fermée aux étrangers. Et finalement, la condition de nationalité s'est peu à peu estompée. D'abord dans le ministère de l'Éducation nationale, ensuite dans la fonction hospitalière, pour finalement s'estomper de plus en plus. Cadre d'emploi de la fonction publique territoriale notamment. Ça c'est pour le domaine public. Et dans le domaine privé également, vous avez quand même certains emplois avec généralement une ouverture quand même aux citoyens européens, mais qui restent conditionnés à cette condition de nationalité. Je pense notamment aux emplois de notaire, avocat au Conseil d'État, avocat à la Cour de cassation, nos chers administrateurs judiciaires, qu'on aime beaucoup, hein, n'allez pas croire ce que je n'ai pas dit. Tiens, d'ailleurs, vous savez ce que c'est un administrateur judiciaire ou pas? Parce que c'est vrai qu'on parle, mais faut me couper quand vous savez pas de quoi on parle. Quelqu'un a une idée? C'est les organes de la procédure collective. Exactement, entre autres. Dans le cas des procédures collectives. Donc voilà, si on peut rattacher finalement 3 catégories de droits à la nationalité, on retiendra vote et éligibilité, emploi public et privé, et la notion de territoire français. Pour revenir plus précisément au contexte qui nous a amené à poser ce sujet, moi je pense que là si on pose la question, tout le monde va pouvoir répondre. Qu'est-ce qui a amené notre président à faire la démarche de proposer cette réforme? Tous en cœur. Pas avoir peur de parler, hein. Bon, les attentats, bien sûr. Avec une annonce donc de François Hollande devant l'Assemblée nationale et le Sénat le 16 novembre 2015, suite aux attentats qui s'étaient produits 3 jours avant. Tu veux reprendre la suite sur le déroulé? Oui. Merci. Donc dès le 1er décembre 2015, un projet de réforme constitutionnelle est soumis pour avis au Conseil d'État. Le 1er décembre 2015. Le 23 décembre, le texte est présenté en Conseil des ministres. Après, suite à plusieurs discussions, le 27 janvier 2016, vous avez Valls qui a annoncé qu'aucune référence à la binationalité ne figurerait dans le texte, ce qui a du coup posé des problèmes par rapport à la patrie. Un texte qui a été donc modifié par l'Assemblée nationale. Absolument. Il convient peut-être de se rappeler que aussi bien dans le discours qu'avait prononcé François Hollande le 16 novembre devant donc le Parlement réuni en congrès, mais également dans le premier projet qui a été posé sur le bureau de l'Assemblée nationale, il était question donc de la déchéance de nationalité pour les
français, donc nés français, mais qui sont titulaires d'une autre nationalité, d'une deuxième nationalité. Exactement. Et c'est là où on arrive au cœur de la réforme envisagée, puisque l'article de base qui avait été proposé stipulait effectivement un Français qui a également une autre nationalité peut, dans les conditions fixées par la loi, être déchu de la nationalité française. Je ne sais pas si on a qui note le texte in extenso, on va peut-être le répéter. Un Français qui a également une autre nationalité peut, dans les conditions fixées par la loi, être déchu de la nationalité française lorsqu'il est définitivement condamné pour un acte qualifié de crime, lorsqu'il est définitivement condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. Ça, c'était le texte de base. Donc maintenant qu'on a un peu fait le tour des termes du sujet et puis de tout le contexte qui l'entoure, le but c'est pas... Ah, nous avons des retardataires. Monsieur Morgue. Monsieur Boudou. Monsieur Morgue qui intervient d'ailleurs à titre... dans les ateliers des oraux blancs. Oui, donc on disait... Oui, voilà, on avait fait le tour, donc pour ceux qui viennent d'arriver, on était en train de dire qu'on avait fait le tour du sujet par rapport au terme et au contexte global. Donc qu'est-ce que la déchéance, qu'est-ce que la nationalité, quels droits ils sont rattachés, quel est le contexte qui a amené à proposer une réforme et qu'est-ce qui se faisait à l'étranger, voilà. Pour resituer également pour ceux qui viennent d'arriver, comme j'expliquais, là aujourd'hui on essaie de travailler ensemble le sujet pour ensuite élaborer un plan ensemble à la fin de la conférence. Et j'ai précisé que dans le cadre des ateliers auxquels Monsieur Moreau participe, en tant qu'intervenant, ce sera différent puisque vous aurez vos sujets avant et qu'ensuite vous passerez en classe. Et donc il y aura deux passages d'élèves par séance. Donc on va s'intéresser maintenant un peu plus au cœur du sujet et au principe d'égalité. Parce qu'il faut se souvenir d'une chose en fait, quand vous passez votre oral, le grand oral, c'est quand même liberté fondamentale. Donc quand vous allez axer votre réflexion, il faut axer votre réflexion sur une question. Comment je rattache le sujet qu'on m'a posé avec les droits fondamentaux? Parce que faire un plan qui n'a pas de rapport direct avec les droits fondamentaux, c'est vous planter. Hein. Donc vraiment ayez ça en tête, comment je peux rattacher n'importe quel sujet. Alors celui-là il est quand même facile parce que vous avez une notion d'égalité qui vous vient à l'esprit normalement assez rapidement. Vous avez des sujets comme la nuit. La nuit, bon ben, allez pas nous parler de vos soirées en discothèque, ça n'intéresse personne. Voilà. Donc là, on va s'intéresser plutôt à ce fameux principe d'égalité. Et quand vous resituez un sujet par rapport à un principe, la première chose à laquelle il faut penser, notamment, c'est les textes, les sources, d'où vient ce principe, comment il est protégé. Et le principe d'égalité, est-ce que quelqu'un sait, justement, comment on peut le resituer et par quel texte il est protégé? Déjà, vous avez la devise républicaine, ça devrait vous venir, même si c'est pas une protection en soi, ça devrait vous faire réfléchir. Et vous avez surtout la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 6. Et comment on rattache à votre grand tour, il faudra que ce soit tout égaux. Hein, les articles de la déclaration, il ne faut pas les savoir par cœur mot à mot, mais il faut quand même que les grands principes, vous sachiez quel numéro d'article correspond à quel principe. Là, vous avez encore un petit peu le temps pour protester. C'est pour ça. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a des articles qu'il faut arriver à rattacher. Donc l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, donc, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, comme vous devez le savoir, depuis 1971. Qui dispose quoi? Qui dispose que la loi doit être la même pour tous. La loi doit être la même pour tous et c'est pour ça qu'on le rattache à ce fameux principe d'égalité. Vous voyez bien que ça sous-tend directement cette notion. Vous avez également l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui peut être attaché au principe d'égalité puisque là, marqué article 13, notez pas le texte hein, parce que sinon ça va être beaucoup trop long.
Mais le texte est le suivant. Pour les dépenses de l'administration, une contribution commune est indispensable et cette contribution doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Donc finalement, il y a cette philosophie d'égalité qui ressort aussi. Vous avez dans la Constitution l'article 3, donc article 3 de la Constitution. Il y a forcément un article de la Constitution qui s'approche des libertés, quelle qu'elle soit, en général. C'est Oui. au moins le texte de base sur lequel peut nous Que ce soit Constitution ou bloc de constitutionnalité, voilà, c'est des réflexes qu'il faut avoir, et des textes dans lesquels il faut chercher. Donc l'article 3 de la Constitution, qui en matière de citoyenneté prohibe qu'aucune section du peuple s'attribue l'exercice de la souveraineté et qui impose au suffrage d'être égal. Donc voilà, si on devait retenir trois articles, ce serait ceci. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer justement alors tout à l'heure on parlait de nuances, les nuances qui sont admises par le Conseil constitutionnel par rapport à cette application du principe d'égalité? Comment le Conseil constitutionnel dans ses décisions, c'est une jurisprudence constante, comment le Conseil constitutionnel dans ses décisions, c'est une jurisprudence constante, applique fait une application du principe d'égalité? Est-ce que c'est de façon absolue ou est-ce qu'il y a des exceptions? Oui, je vois sourire, il y a toujours des exceptions en droit. Ce serait pas drôle. Mais alors laquelle? Quelles sont les modulations que le Conseil constitutionnel applique? Ah, vous le savez forcément ça. Tu veux le... Alors la fameuse notion d'intérêt général, puisque le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons notamment d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qu'il établit. Donc je reprends peut-être, donc le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qu'il établit. Ça, ce qu'on vient de vous dire, c'est vraiment le considérant de principe qui est repris dans beaucoup des décisions du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'en fait, le Conseil va accepter des différences de traitement dans ces conditions-là, et qui va rappeler ce considérant de principe qui peut être modulé selon les décisions que vous trouverez, c'est pas à la virgule près, mais c'est vraiment les grandes idées qui ressortent de ces décisions-là. C'est un standard jurisprudentiel finalement. Donc finalement, retenez que la différenciation, la nuance, elle doit être fondée sur un critère objectif, raisonnable, et pertinent au regard d'un but poursuivi. Et on en arrive finalement à se poser la question de savoir quel est l'état du droit positif, parce qu'on nous a bassinés pendant des mois avec la déchéance de nationalité. Beaucoup de Français ont pensé que c'était quelque chose de nouveau. Je dis pas que le texte en lui-même n'apporte rien de nouveau, attention. Le texte proposé avait des subtilités. Oui. Mais la déchéance de nationalité, comme on l'a vu, existait déjà depuis longtemps dans notre histoire. Et là, en droit positif maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans notre code civil? Je vais demander à quelqu'un d'aller chercher le code civil. Et là, tout le monde s'est dit non, pas moi. Alors, principalement, donc, les conditions ou la déchéance de nationalité dans le droit positif est organisée par l'article 25 du Code civil. Et donc, je vais m'arrêter quelques instants sur cet article 25 que je vais vous présenter sous deux angles, à travers les conditions de la déchéance prévues par cet article 25 et les effets de cette déchéance de nationalité. Tu vas chercher un code au cas où. Alors, concernant les personnes pouvant être déchues, il s'agit, encore une fois dans le droit positif, des Français d'acquisition. Donc, peut seul être déchu de la nationalité française l'individu qui a acquis la qualité de Français. Encore une fois, conformément à l'article 25 du Code civil. La mesure ne peut donc frapper que des Français de fraîche date,
ce qui pourrait être considéré comme une discrimination, on aura l'occasion d'y revenir. Toutefois, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'en considérant qu'au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation. On reviendra encore une fois sur ce risque d'inconstitutionnalité qui a été mis en avant pour justifier justement cette volonté d'intégrer la notion de déchéance de nationalité dans la Constitution française. Alors, pour revenir à l'article 25 du Code civil, il y a 4 cas prévus qui sont susceptibles de justifier la déchéance de nationalité. Il s'agit de la condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit, un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ou pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme. La Bible. De plus en plus gros d'ailleurs. Comment? Et de plus en plus gros d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il s'agit également d'une condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le Code pénal. Alors plus précisément, le chapitre 2 du titre 3 du livre 4 du Code pénal, donc chapitre 2 du titre 3 du livre 4 du Code pénal, qui concerne les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique. Il y a également, donc troisième catégorie, condamnation pour s'être soustrait aux obligations résultant du Code du service national. Condamnation pour s'être soustrait aux obligations résultant du Code du service national. Ça semble archaïque, mais ça existe. Et enfin, le fait de s'être livré au profit d'un État étranger, le fait de s'être livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. Et cette procédure, enfin cette possibilité de déchéance, elle va être enfermée dans des délais par rapport à l'acquisition de la nationalité. Est-ce que vous connaissez ces conditions de délai? 10 ans et C'était 10. Alors, donc le délai était de 10 ans. Alors 10 ans après l'acquisition de la nationalité et 10 ans également, alors il y a ce double délai, après la perpétration des faits, sauf que ce délai, pour le premier alinéa de l'article 25 que nous avons évoqué tout à l'heure, en matière de terrorisme. Voilà, est passé à 15 ans. Donc 15 ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité ou 15 ans À partir de la perpétration de l'acte. Pour le clin d'œil historique, entre guillemets, il faut savoir que cette extension de la déchéance de nationalité aux binationaux qui ont commis des actes de terrorisme, donc on est toujours sur l'alinéa A1, ce fameux article 25, a été introduite en 1996, 22 juillet 1996. Et le Conseil constitutionnel avait estimé conforme à la Constitution cet ajout par rapport au terrorisme. C'est une décision du 16 juillet 1996, si vous voulez le noter, du Conseil constitutionnel. Et comme on vous le mentionnait à l'instant, à l'époque c'était 10 ans, il n'y avait pas d'extension. Cette extension, elle résulte de deux lois du 26 novembre 2003 et du 23 janvier 2006. Donc c'est des modifications relativement récentes
qui avait aussi fait l'objet de discussions, comme on peut voir aujourd'hui. Tout ça pour vous dire, en fin de compte, il faut toujours se poser la question du droit positif en la matière avant de partir droit devant sur un sujet. Je resitue dans son contexte historique, je regarde ce qui se fait en la matière avant de porter un quelconque jugement et avant de faire un quelconque plan. Alors je termine rapidement avec les effets de la déchéance. Donc le décret de déchéance prend effet du jour de sa signature, comme tous les décrets de perte de nationalité d'ailleurs. Donc le décret de déchéance prend effet du jour de sa signature. Et un autre élément assez intéressant, puisque ça fait partie des éléments qui ont justifié la volonté de réformer la Constitution en ce sens, c'est que la déchéance, sous l'angle de l'article 25 du Code civil, ne constitue pas en tant que telle une mesure d'éloignement du territoire. Ne constitue pas en tant que telle, donc la déchéance ne constitue pas en tant que telle une mesure d'éloignement du territoire. Et donc dépourvue d'effet sur la présence de l'intéressé sur le territoire français. Est-ce que quelqu'un a connaissance de la décision du Conseil constitutionnel de début 2015, du 23 janvier 2015, qui avait été justement rendue par rapport à cette question de déchéance de nationalité? C'était une QPC relative justement à ce fameux article 25, alinéa 1. Vous en avez entendu parler ou pas du tout? Pas du tout. Donc en fait, dans cette affaire, le requérant avait été déchu de sa nationalité française au motif qu'il avait été condamné pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Donc on est vraiment dans le cas de 25 alinéa 1. Depuis 66, comme on l'a dit, vous avez cette possibilité de déchoir. Et le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 23 janvier 2015 que vous trouverez au numéro 2014-439 si vous cherchez dans les QPC, et a jugé que la différence de traitement était objectivement justifiée par le but poursuivi et non disproportionnée. La différence de traitement était objectivement justifiée par le but poursuivi et non disproportionnée par rapport à la gravité intrinsèque des actes de terrorisme. C'est peut-être le citat. De quelle différence de traitement on parle? C'est intéressant de le prendre dans ce sens-là. Le Conseil nous dit pas de différence de traitement, l'article est ok, mais par rapport à justement, quelle différence on parle dans l'article 25.1? Quelle est la condition pour pouvoir déchoir quelqu'un de sa nationalité en cas de terrorisme? Il faut qu'il ait une deuxième nationalité. Donc la différence de traitement entre les binationaux et les nationaux tout court, le Conseil estimait que cette différence-là était justifiée par le but poursuivi et non disproportionnalité et non disproportionné, pardon. Et là, hop, parallèle avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel en matière d'application du principe d'égalité, quand on disait que c'était pas absolu et qu'il y avait des nuances. Ça, c'est une application classique et récente. Voilà, vous irez lire la décision, vous verrez qu'au passage, il y a le visa de l'article 8 de la DDHC. Est-ce qu'également vous avez connaissance d'autres textes dans le Code civil, qui mentionnent la déchéance de nationalité? Parce qu'il n'y a pas que 25.1, il y a deux autres textes. Ce sont les articles 23.7 et 23.8 du Code civil. Et là où c'est intéressant, c'est que ça ne vise pas exactement la même hypothèse. C'est que tout à l'heure, on était sur une hypothèse de quelqu'un qui avait acquis la nationalité française. Et 23.7 et 23.8, on va être sur une hypothèse d'un Français qui est né français déjà. Donc vous verrez dans votre code, 23.7, je le lis. Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré par décret, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, après avis conforme du Conseil d'État, même procédure, avoir perdu la qualité de Français. Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré par décret après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de Français. Est-ce que quelqu'un
a une observation à faire sur ce texte par rapport justement aux actes de terrorisme récents. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ce texte-là justement aux derniers protagonistes qui ont été à l'origine des attentats? Le français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger. Exactement. Il n'y a pas de pays étranger identifié dans les actes de terrorisme. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer 23.7. Ça peut être une question qu'on peut vous poser. Est-ce que vous avez connaissance de textes alternatifs qui prévoient des chances de nationalité? Pourquoi on ne peut pas les appliquer là? Parce qu'effectivement, il y a ce problème de pays. Donc c'est une disposition ancienne qui date des années 20. J'ai plus la date exacte. 1927, sauf erreur de ma part. Et elle a été maintenue après la Libération. Elle a été appliquée à des personnes qu'on considérait comme collaborateurs sous la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez également, et c'est le dernier texte qui vise la déchéance de nationalité. Je sais pas si tu veux le... 23.8. Ouais, l'exposer toi-même. Donc le dernier, c'est 23.8. Vous irez le lire aussi, hein, vous n'amusez pas à tout noter, sinon vous n'allez plus en pouvoir. Mais... Alors le 23.8 dispose « Perd la nationalité française, le français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger, ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie, ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le gouvernement. L'intéressé sera par décret en Conseil d'État déclaré avoir perdu la nationalité française si dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, il n'a pas mis fin à son activité. Bon, là on est encore dans des problématiques de service public. C'était pour le tour du droit positif et là on va arriver sur la réforme en elle-même. Donc comme on l'a déjà un peu évoqué sur son contenu, qu'est-ce qui finalement était prévu? C'était pouvoir déchoir de sa nationalité un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, même s'il était né français. Alors, est-ce que vous, ça vous heurte dans justement par rapport au principe d'égalité ça vous évoque quoi? Si on peut faire un lien avec ce qu'on vient de dire précédemment. Nicolas? Un tour de table pour voir, c'est intéressant de voir... On fait un tour de table? Ouais. Et là, ils te détestent tous. Bien sûr, tu fais On est conscient. Qui va commencer? Cécilia? Non? Pas forcer les étudiants. Guillaume? Ça va. Tu n'as pas d'opinion? Il en a une. Ça fait mal au grand taux, ça. Ton opinion. Oui, il faut pas hésiter. En plus, c'est vrai que voilà, dans le cadre de la prépa, ce qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est l'échange. Et du coup, bon, là forcément, vous n'êtes pas à l'aise, c'est la première fois qu'on se rencontre tous, et il y aura sûrement d'autres aussi étudiants qui sont pas là aujourd'hui. Mais il faut pas vous sentir oppressé par la peur de dire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, faut mieux le dire maintenant, on est là pour ça, plutôt que le jour du grand oral dire quelque chose de catastrophique. Et même au-delà de ça, c'est vous habituer à parler en public. Vous allez faire un métier, vous allez tout le temps plaider, hein. Enfin pas tous, je sais pas qui veut faire avocat conseil. Qui veut... Ah, voilà. Tu peux le dire au grand oral, mais moi je parlerai pas. On parle beaucoup aussi en qualité d'avocat conseil quand même. Oui, forcément, t'es plus à l'aise pour discuter. Oui, c'est vrai qu'on est un peu pris de cours, on va dire. Même si c'est vrai qu'on a des connaissances à avoir un minimum, mais le sujet de la conférence était posé avec un jeu. Oui, c'est vrai. Et en plus, on a eu une note de synthèse qui était sur ça aussi. Ah, c'est vrai? Ouais. D'accord. Sur la déchéance. Donc là, il n'y a pas d'excuse. On a eu pas mal d'articles. C'est la dernière? Bon, c'est surtout Ouais. Bah vous voyez, c'est très intéressant parce que je me souviens, Il y avait pas mal de textes d'ailleurs que tu as cités qui étaient dedans. parce que c'est vrai qu'à l'IPJ, donc comme on travaille spécifiquement pour le barreau, enfin pour le CRFP à Bordeaux, on récupère toutes les annales depuis plusieurs années, on les a. Le dernier examen blanc, je l'avais pas vu, mais quand je vous disais, enfin pas vu encore, mais quand je vous disais que l'apatridite est tombée en 2010-2011, et ben, là vous avez les chances de nationalité. C'était pas que sur ça, mais ça faisait partie du Ouais, sujet. d'accord, dans le sujet, c'est vraiment des thèmes d'actualité.
Bon, alors je vais peut-être formuler la question différemment. Est-ce que pour vous, la réforme rompt le principe républicain d'égalité entre tous les citoyens? Quel a été l'argument principal pour dire que la réforme pouvait rompre le principe d'égalité entre tous les citoyens? Non, c'est pas parce qu'il y a les binationaux, du coup, si par rapport à l'échéance de nationalité, ils avaient toujours une nationalité, alors que le français qui était né français, il était apatride. Alors là, tu relis par rapport au problème de la patridie. Ouais, mais en fait, vraiment, la différenciation, le problème qu'on avait, c'est qu'on crée deux catégories de citoyens. Il y a ceux qui ont deux nationalités, citoyens deux fois, et ceux qui n'ont pas de... Exactement. Donc l'argument principal pour dire que ça rompait ce principe d'égalité, c'était celui-ci. Finalement, de l'autre côté, ceux qui étaient contre, disaient quoi? Que inscrire dans le marbre de la Constitution la déchéance de nationalité, ça conduisait à institutionnaliser, dans un texte de base, deux catégories de Français. Ceux qui ne sont que Français et ceux qui ont deux nationalités. Au lieu de privilégier la cohésion nationale, enfin ça c'est plus du débat politique, si on reste vraiment sur le juridique, on est plus sur la création de deux catégories de citoyens. Donc a fortiori sous-jacent une forme de discrimination. Comment? Et a fortiori en sous-jacent une forme de discrimination. Exactement. Distinction, rompre le principe d'égalité, oui, créer une discrimination, tout à fait. Bon après, si vous vous documentez davantage sur le sujet, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions de professeurs de droit ou de directeurs de recherche, notamment à CNRS. J'en cite une. On maintient la distinction entre le binational et le français, seulement français. On crée des apatrides, entre guillemets des animaux humains. On part plus sur le débat politique, puisque non protégeables par l'ONU, et on ouvre la porte à des déchéances pour de simples délits. On arrive à une situation absolument dramatique où on porte atteinte au principe d'égalité, au fondement des droits de l'homme, qui est le droit d'avoir une nationalité, et aux libertés fondamentales. Ça, c'était une citation de monsieur le professeur Veil, qui enseigne à l'université Paris 1. Ça, c'est pour la partie vraiment sur la violation éventuelle du principe d'égalité, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui peut sembler choquant dans tout ce débat qu'on a entendu au niveau juridique, notamment, je pense, à la procédure de passer par une... Enfin, là j'en dis trop. La réforme et Enfin, je veux dire, passer par une réforme constitutionnelle, pour ce point-là, ça vous semble... Quelle est la philosophie d'une réforme constitutionnelle? Est-ce qu'on est obligé de passer par une réforme constitutionnelle pour empêcher un problème de constitutionnalité ultérieure, ou est-ce que finalement ce qui doit être dans notre constitution, c'est pas plutôt justement nos droits fondamentaux? Vous étiez posé la question ou... Un problème de sécurité juridique, tu veux dire? Non, pas sécurité juridique. Peut-être que je m'exprime mal. Ce que je vais dire, c'est que est-ce qu'on doit constitutionnaliser est-ce que le principe même de modifier la Constitution, c'est pas plutôt de protéger des droits plutôt que de passer par là pour prévenir un risque d'inconstitutionnalité ultérieure? Et donc ça, vous avez notamment le professeur de droit public, si vous voulez aller lire ses écrits, qui s'appelle Monsieur Serge Slama, S-L-A-M-A, qui l'avait relevé. Pourquoi passer par la Constitution pour prévenir le risque d'inconstitutionnalité? La Constitution serait plus là pour assurer les droits fondamentaux, donc les notions des droits fondamentaux, et pas pour garantir une absence d'inconstitutionnalité d'une réforme sur un point précis. Puisque c'est encore une fois l'un des arguments avancés par l'exécutif pour la réforme constitutionnelle. C'est-à-dire que dans l'exposé des motifs, le président Hollande avait fait remarquer que en l'état actuel du droit positif et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, rien ne garantissait que ces articles 25, qui sont les seuls à prévoir une possible déchéance de nationalité, ne soient pas frappés d'inconstitutionnalité par l'effet d'une décision du Conseil constitutionnel, quand bien même les décisions de 1996 et de 2015 marquaient une certaine constance par rapport à la vision du Conseil constitutionnel. Donc c'est un petit peu une démarche totalement atypique qui a été adoptée cette fois-ci, c'est-à-dire que la plupart du temps, on fait une révision constitutionnelle, enfin l'un des motifs de la révision constitutionnelle, c'est de prendre en compte une remarque ou une décision du Conseil constitutionnel et contourner cette décision du Conseil constitutionnel. Ici, on anticipe
en estimant qu'il est possible, et d'ailleurs il est intéressant de remarquer que le Conseil d'État aussi n'a pas écarté ce risque d'inconstitutionnalité quand il a été saisi. Donc ici, c'est de dire, puisque cette disposition peut être frappée d'inconstitutionnalité, on va prendre les devants et, encore une fois, graver dans le marbre, enfin dans le pacte social, en tout cas dans la Constitution, directement cette déchéance de nationalité, de sorte à ce qu'on la protège, et encore une fois, on remet dans le contexte des attentats, etc. Donc, avec une certaine dimension politique, pour protéger la nation, renforcer la cohésion sociale, etc. Donc c'est vraiment cela, et c'est cette démarche qui est amplement critiquée par la doctrine, d'abord parce que c'est, encore une fois, ce n'est pas l'objet, comme tu disais, au sens matériel, on se rappelle que la Constitution, c'est d'abord et aussi pour la protection des droits et libertés fondamentaux, et encore une fois, pas pour anticiper sur un certain nombre de dispositions qui pourraient être inconstitutionnelles. Donc, voilà, c'est vraiment cette démarche-là. Et là, vous avez un point vraiment crucial, puisque finalement, c'est la question de la sauvegarde des droits fondamentaux. La Constitution, elle est là pour sauvegarder ces droits fondamentaux, pas forcément pour protéger préalablement d'une inconstitutionnalité sur un point. Donc finalement, pour conclure sur la question, vous savez tous que la réforme, elle a été abandonnée. Donc ce qu'il faut se souvenir, au-delà du simple fait de se dire c'est abandonné, donc c'est plus au programme, même si en soi c'est pas au programme. Je pense que c'est des questions qui peuvent tomber. Il faut savoir ce qui est prévu dans les textes du Code civil, il faut savoir pourquoi c'est pas, enfin ce qui changeait dans la réforme constitutionnelle par rapport aux textes qui sont déjà existants. Il faut se rappeler que le principe d'égalité était au cœur de la problématique. Il faut se rappeler pourquoi finalement passer par une réforme constitutionnelle c'est contestable pour ce point-là, en quoi ça pose la question de quel est le rôle de la Constitution dans la sauvegarde des droits fondamentaux. Tout ça, c'est des points très importants. Et tout ça, c'est des choses que vous devriez avoir, alors pas peut-être aujourd'hui, hein, mais quand vous avez le sujet, que vous traitez un sujet, voilà, vous faites un panorama de ce qui vous vient à l'esprit, comme on l'a vu tout à l'heure, en procédant d'abord par vraiment la reprise du sujet. Ensuite, vous essayez de structurer ça avec, en raisonnant finalement un peu par catégorie comme on l'a fait. Ce qui se passe en droit positif, qu'est-ce qui a été envisagé, quelles sont les différences. Ça va nourrir votre réflexion pendant votre heure de préparation et ça doit vous amener vers un plan. Et donc là, avec tout ce qu'on a dit, est-ce que quelqu'un a des idées de plan? Sachant, faut pas oublier, que votre exposé doit durer 15 minutes, donc pas trop long, et qu'il doit quand même être un maximum structuré de partie. Et en se rappelant aussi que si on peut éviter d'aller sur des terrains glissants où vous voulez pas avoir de questions, c'est mieux. Parce que non, mais quand vous avez vraiment des points pertinents et que ça vous prend un certain temps, vous risquez moins d'avoir des questions sur et puis voilà, et ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? N'importe quel mot que vous utilisez peut ensuite se retourner contre vous. Ce qui est très intéressant d'ailleurs dans le cadre des plaidoiries. Arrête, ce rire sadique. Non, mais il y a un côté un peu sadique, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. Mais, je pense que vous aurez l'occasion de vous en rendre compte. Voilà, souvent, il vaut mieux pas ouvrir même des petites égoutilles, des petites portes où on aura plaisir à venir titiller. Tout ce que vous dites en fait doit être un maximum maîtrisé. Donc maîtriser son sujet et maîtriser la façon dont vous allez l'amener. Et c'est là où c'est intéressant dans la réflexion pour les futurs métiers aussi. Ensuite, il faut dédramatiser aussi parce que finalement le grand oral, je vais vous dire, c'est pas aussi terrorisant que ce qu'on vous en dit depuis que vous avez commencé vos études de droit. C'est un oral impressionnant ce que c'est pour votre barreau et qu'on sait très bien que c'est très important pour vous, mais et qui est coefficient 3, si je m'abuse. Mais d'un autre côté, il n'en reste pas moins que c'est une présentation d'un sujet que si vous l'avez travaillé, vous avez le raisonnement juridique, vous avez les connaissances, vous êtes arrivé là, donc vous êtes loin d'être bête, a priori. Vous êtes capable de le traiter. Donc faut pas se décontenancer. Même sur un sujet qui a priori vous dit rien, vous êtes capable de trouver quelque chose. Donc là, vu que vous savez tout, vu qu'on vient de tout vous dire, vous êtes capable de trouver un plan.